Bonjour à tous. Alors tout d'abord, bienvenue à notre webinaire immobilier de ce matin, que l'on a intitulé Du logement au lien social, parce qu'effectivement, ce matin, on ne va pas parler uniquement immobilier, on va aussi aller un petit peu plus loin et s'intéresser aussi aux résidents, aux utilisateurs, donc les résidents. Alors, hasard du calendrier, il y a aujourd'hui quasiment jour pour jour 5 ans, on rentrait en confinement pour une période indéterminée. Et outre le virus, un des défis majeurs qui est ressorti de cette période a été l'isolement des personnes et son impact parfois dévastateur sur notre santé. Et cela, quelle que soit la classe d'âge, des plus jeunes aux plus seniors. En parallèle, de notre côté, en tant qu'acteur très présent sur le logement, on était en train de travailler sur les nouvelles tendances en matière de logement, fortement convaincus que le besoin de poursuivre le développement du logement était important. Et on a réalisé à quel point l'immobilier pouvait jouer un rôle dans la lutte contre l'isolement et que ce que l'on faisait déjà pouvait être amplifié, on pouvait aller plus loin dans la démarche et c'est à cette occasion qu'on a lancé notre nouvelle initiative, le fonds Club Alternative Rési, qui est notre deuxième fonds à impact social et qui répond aux forts besoins de logement tout en favorisant le lien social. Alors, c'est dans ce contexte qu'on a organisé le webinaire d'aujourd'hui, non pas pour présenter le fonds, même si je vous en dirai deux mots très rapidement à la fin de la conférence, mais l'idée est de laisser la parole à des experts à qui vous n'avez pas toujours accès et qui apportent une vision terrain qui est complémentaire à la nôtre. En l'occurrence, il s'agit de Christelle Villotte, que nous avons le plaisir d'accueillir, qui est Head of Living Sector and Care chez Knight Frank. Elle nous présentera une analyse du marché de l'immobilier résidentiel géré, notamment les résidences étudiantes, le logement pour les seniors, le co-living, des formes de logement donc, qui sont d'autant plus des réponses immobilières aux problèmes de la solitude. Ensuite, on fera un focus sur un secteur qui est parfois un petit peu moins connu, qui est le co-living. Et pour en parler, on a convié Niels Bokanowski, qui est CEO de Colive, qui est un acteur de co-living qui fait de l'expérience communautaire de ses résidents une priorité. Donc Niels pourra nous parler un peu plus en détail de cette expérience. Et enfin, on ira au-delà de l'immobilier pour se concentrer sur ceux qui l'utilisent, comme je le disais, les résidents, avec Fanny Sauvade, pardon, qui est cofondatrice de la structure Aptitude, une association qui œuvre dans la prévention du mal-être des étudiants. Mais avant de démarrer cette conférence, en préambule, je laisserai la parole à Loïc Bouchard, qui est gérant dans le pôle le Resi Care, qui va nous rappeler nos convictions en matière d'investissement dans le logement. Fabrice Lombardo a malheureusement un contretemps de dernière minute et ne pourra pas se joindre pour ce préambule. Mais donc, c'est Loïc qui se fait le porte-parole de la gestion aujourd'hui. Eh bien, écoutez, petit point organisationnel. Vous avez en bas à droite un chat pour poser vos questions. Donc, on se donne 1 heure. En fin de session, on prendra quelques minutes pour répondre aux questions. Et évidemment, si on n'a pas le temps de répondre à toutes les questions, on reviendra vers vous pour vous apporter des réponses en one-to-one. Voilà, je pense que j'ai tout dit. Loïc, je te laisse la parole. Merci beaucoup Christelle. Donc bonjour à tous déjà. Donc effectivement, je vais me faire le porte-parole de la gestion chez Swiss Life Asset Managers. Comme le rappelait Christelle en préambule, on est très présent sur tous les marchés historiquement du résidentiel, notamment au travers du pôle Resident Care, pour lequel on exploite à la fois des résidences étudiantes, du co-living, du senior, résidence service senior, et aussi de l'habitat partagé senior, et aussi une nouvelle classe active qui est le BTR. Donc cette expérience nous amène à avoir identifié un certain nombre d'opportunités, notamment de marché,
Voilà, je pense que vous êtes tous au courant, mais on a une forte, crise immobilière, notamment résidentielle, actuellement depuis la remontée des taux, avec une baisse significative du volume de transactions, ce qui a eu comme impact de bloquer complètement le marché locatif avec beaucoup moins de rotation, et une production de crédit qui a baissé de 41,7 en 2023. Cette crise de l'offre, de logements, à louer, et à acheter aussi a eu un impact assez élevé, notamment, sur les principales métropoles, qu'elles soient françaises, mais aussi européennes. On peut citer quelques chiffres ici. C'est typiquement à Madrid, c'est une ville qui gagne 100 000 habitants par an avec une vraie, crise, de logement. En Allemagne, la construction, assez similairement à la France, c'est assez effondré en termes de volume construit et à construire. On estime, avec l'indice IFO, qu'il manquerait 700 000 logements d'ici à 2027 pour répondre à la croissance démographique et aussi à l'obsolescence des logements. Et en France, on estime ce chiffre à 426 000 logements manquants d'ici 2035. Donc on voit qu'on a une vraie pénurie qui s'est installée à la fois de logements, neufs, mais aussi de rotation dans le stock existant. Ce qui fait que, le, mmh, la demande n'est pas prête de s'estomper et on voit une vraie opportunité de marché, à aller, plus que jamais à investir dans le logement, et avec aussi une volonté, sociétale de se positionner sur du logement, de créer à la fois du logement, mais du logement de très bonne qualité et bien positionné pour répondre au mieux aux attentes. Puisque c'est une deuxième opportunité qu'on a identifiée, c'était, toutes les évolutions, sociétales liées au Covid dont on fête, l'anniversaire du confinement, qui ont vraiment, pénétré le marché et on voit de plus en plus de demandes sur du logement, différenciant, en incluant plus d'espaces communs, notamment pour le télétravail qui s'est largement démocratisé. On est dans une société de plus en plus servicielle, donc on veut ramener aussi du service dans les logements et ça fait part, aussi de la volonté de nos locataires actuels et de nos futurs locataires. Et on veut aussi offrir des logements qui soient plus flexibles, d'où aussi tout l'habitat, partagé et l'habitat géré, pour ramener aussi de la flexibilité à des ménages qui sont, de moins en moins nombreux déjà. On tend vers les 2 personnes par ménage, mais aussi avec des parcours de vie qui sont de plus en plus, fragmentés et qui doivent s'adapter. Du coup, vraiment le logement doit s'adapter aussi au parcours de vie des personnes et d'où tout ce qui est le logement, alternatif. Toutefois, on note aussi quand même quelques points d'attention, qui sont, une une polarisation qui va s'accentuer entre, les villes, cœurs de ville, les métropoles et les zones un peu plus périurbaines. Où on voit qu'avec le vieillissement de la population, il y aura très probablement un exode vers, des zones mieux connectées aux transports en commun, mieux connectées au cœur de ville, avec, des zones qui vont plus, un peu plus péricliter, notamment tout ce qui est, zone pavillonnaire, de maisons individuelles, où là, on va avoir, voilà, un rapprochement de ces populations vers des zones plus urbaines, denses, et voilà, la qualité de l'emplacement sera de plus en plus primordiale, notamment bien implanté dans le tissu urbain, bien implanté, proche des transports en commun, puisque on a vu que le télétravail a entraîné un mouvement de population, pour s'excentrer, du centre-ville, mais ça reste quand même dans des zones urbaines qui sont assez denses et le mouvement vers, la campagne, plus reculée, est assez marginal. Donc voilà, il y a un vrai sujet à aller, à acheter le meilleur résidentiel dans les meilleurs emplacements et toujours très bien connecté à un tissu urbain. Heu et donc, pour conclure, voilà, c'était un peu notre vision sur le résidentiel. Donc c'est des opportunités, de marché très, très fortes. On voit un intérêt, grandissant des institutionnels sur cette classe d'actifs, que l'on maîtrise particulièrement bien. Et dans un contexte où, voilà, on a eu une crise, aussi, des volumes d'investissement qui ont baissé, mais on sent qu'il va y avoir une reprise qui va s'effectuer, et on a potentiellement atteint un point bas de marché avec des grosses convictions, en tout cas de notre côté et aussi de nos investisseurs sur cette classe d'actifs. Voilà pour nos convictions sur le résidentiel et maintenant on va faire un point marché avec Christelle. Bonjour à toutes et tous, je suis absolument ravie de participer à ce webinaire sur un sujet qui nous anime, le sujet du logement. Préoccupation, comme le disaient tant Christelle que Loïc. On a eu
un tournant décisif lors du Covid, où effectivement on connaissait déjà, et on va le voir tout à l'heure sur les volumes investis en résidentiel, mais la préoccupation de l'habitat, qui est le besoin premier de tout individu, a été au cœur de cette crise qu'on a su traverser ensemble. Très rapidement, un petit focus sur l'année 2024 qu'on a vécue, qui était quand même spectaculaire à tout niveau, avec des mouvements sociaux et politiques extrêmement importants, une année d'élection comme le monde n'en avait jamais connu, avec bien chez nous une dissolution qu'on n'attendait pas. Dieu merci, on a eu les Jeux olympiques et paralympiques pour remettre du lien et du liant. Néanmoins, la nature a horreur du vide, bien qu'on se pose encore pas mal de questions sur la situation internationale avec les conflits au Moyen-Orient, la Russie, l'Ukraine, dont on sort l'élection de Trump et ses annonces une par jour minimum, l'évolution du taux de la BCE, mais le résidentiel a su et reste un segment extrêmement fort et résilient. Ce qui est assez étonnant également, et ce que je souhaite souligner, c'est qu'on a quand même une mondialisation avec une urbanisation accrue à travers la globalité des pays. Et ce que l'on vit en France n'est pas une exception. On a besoin et on a une évolution de l'habitat opérée et on a une tension locative extrêmement importante à travers le monde. Si on regarde sur le graphe sur votre droite les volumes investis en immobilier résidentiel, on voit une vraie tournure à partir de 2016. Pendant longtemps, l'investissement résidentiel représentait 1 milliard par an. On est monté jusqu'à 7,5 milliards. Et aujourd'hui, effectivement, 2024, alors une tendance un peu plus faible, mais néanmoins sur une longue période, on est à 3,5 milliards sur le résidentiel classique, avec un effondrement effectivement de la VFA, une baisse de 50% de la production de logements neufs avec 265 000 appartements livrés en 2024, produits en 2024, et toujours 3 segments de résidentiel opérés que sont le senior, l'étudiant et le co-living. On se rend compte également qu'entre 2019 et 2024, on est autour à peu près d'1 milliard investi, entre 900 000 euros cette année à 1,5 milliard. Les résidences seniors, on en parlait tout à l'heure, on a affaire à un réel enjeu sociétal. Ça a été un des compartiments plébiscités par les investisseurs institutionnels, mais également par les élus qui ont donné la part belle à l'ouverture de chantiers. Et il est vrai qu'aujourd'hui, à travers quelques sujets, c'est un segment qui a été délaissé et qu'il faut réinventer parce que absolument indispensable à notre société, pouvoir loger dans des conditions satisfaisantes les seniors proches des centres-villes et proches de leur point d'ancrage. On a un peu plus de 1000 établissements, 76 000 logements, 90 000 résidents. C'est un segment qui, aujourd'hui, devrait revenir à travers quelques sessions importantes et à travers également un appétit non dissimulé de nos amis anglo-saxons sur ce segment. On a quelques émergences également de co-living et peut-être de résidence intergénérationnelle. On a une pluralité d'acteurs avec une spécialisation aussi dans le monde de la santé et du senior. Les résidences étudiantes qui se structurent et qui s'accélèrent avec de nouveaux entrants. On peut citer Inks, Greystar en exploitant Opéré. On est cette année sur uniquement 16% d'investis. Néanmoins, on a des gros portefeuilles, on le voit. Gecina avec Nuveen et GSA qui vient de se traiter. On a également Campus qui vient d'être arrêté par JP Morgan et on a d'autres portefeuilles en préparation. Le monde de la résidence étudiante aussi dans le parcours résidentiel dont parlait tout à l'heure Loïc est un lien extrêmement important de connexion
On est en manque de logements étudiants de façon conséquente et importante. On voit qu'aujourd'hui, on loge dans les résidences universitaires libres uniquement 12%. Donc, c'est un marché qui est extrêmement profond et qui est en train de se structurer sur du petit, du moyen et du grand accueil, puisqu'on peut opérer entre 80 lits jusqu'à plus de 500 lits. On a également une émergence des étudiants étrangers, puisqu'on attend d'ici 2030 un peu plus de 700 000 étudiants. Le troisième sous-jacent, le troisième segment en résidentiel opéré est le co-living. Le co-living est un produit qu'on a vu apparaître fin 2019 avec la première ouverture de Babel Communauté à Marseille, donc sur un lieu hybride et qui aujourd'hui ne cesse de se réinventer et de se structurer aussi également. Ce sont des lieux mixtes qui partagent des chambres ou des appartements avec des salons, des cuisines, des salles de fitness, énormément de serviciels aussi également pour répondre à l'évolution de nos sociétés. En termes d'accueil, on est entre, alors pas 7 à 77 ans comme les jeux Hasbro, mais plutôt entre 19 ans et 77 ans pour de l'étudiant, pour du jeune actif, pour de la mutation, pour des incidents de parcours dans la vie. On recherche des localisations cœur de ville et on recherche de la facilité, de la flexibilité et de l'hybride. Là aussi, entre 2020 où on n'avait que 2600 lits opérés, on attend plus de 24 000 lits en 2025 avec différents types d'acteurs comme Babel, comme Éclat, comme The Boost, comme La Casa, comme Colive, avec qui on échangera tout à l'heure. Principaux opérateurs, on vous les a classés, hein, mais je vous laisserai les regarder tranquillement. Qui sont les acquéreurs et comment se situe le marché de l'investissement ? Aujourd'hui, on est effectivement en période de crise avec cette remontée des taux qui a été abrupte, qu'on n'avait jamais connue. Bien comme toujours en période de crise, on se replie sur notre marché domestique. Et aujourd'hui, 95% des investissements qui ont été réalisés l'ont été par des capitaux français, avec les fonds d'investissement, bien sûr, un soutien aux promoteurs extrêmement fort par le biais d'Action Logement, avec CDC, Action Logement, INLI, qui aura injecté dans la promotion un peu plus de 4,5 milliards sur 2 années. Les SCPI ont évidemment quasiment disparu à date. Investisseurs privés et family office ont su animer et restent extrêmement présents sur le marché du résidentiel. On attendait le choc des simplifications qui n'a pas encore eu tout à fait lieu. On attend une politique ambitieuse pour le logement. On aide, après une valse quelque peu animée et de gouvernement et de ministre du logement, on a pas mal de mesures qui ont été mises en place pour soutenir le monde social et permettre de fluidifier le parcours résidentiel qui aujourd'hui est un enjeu également majeur pour nos sociétés car on a besoin de faire tourner le parc locatif afin de pouvoir abriter, donner des espaces plus restreints mais plus sécurisés pour le senior, plus importants pour les jeunes couples et pour les familles aussi également, donc c'est un point important. Nos perspectives pour 2025, on voit le retour de grands portefeuilles, de gros portefeuilles mis en vente, que ça soit sur de l'opéré avec le senior, un gros portefeuille qui est en cours sur le marché actuellement d'un peu plus de 200 millions. Les portefeuilles étudiants qui sont en cours de closing, mais également de nouveaux portefeuilles qui arrivent, ainsi que toujours la belle pierre parisienne, mais également bordelaise, lyonnaise, et suite au MIPIM, dont on rentre pour la plupart, on s'aperçoit que les fonds tant pan-européens qu'internationaux également de l'autre côté de l'Atlantique, regardent toujours notre marché domestique avec intérêt fort et une envie de réaliser extrêmement prégnante
Donc, on saura répondre à leurs attentes. Je vous remercie. Bonjour à tous, merci Christelle pour cette belle présentation et merci pour l'intro au niveau du co-living, c'était parfait. Donc moi je suis le fondateur de Colive. Christelle, pardon pour le, Oui, pour le petit temps. Nils, on te laisse la parole. oui, c'est gentil. Donc je suis le fondateur de Colive, j'ai commencé à faire du co-living en 2014, donc ça fait maintenant plus de 10 ans que j'ai ça dans le sang, et j'ai créé Colive en 2018. L'idée de Colive, c'est effectivement de répondre à un logement qui n'est plus adapté dans les villes pour les millénials. Donc notre secteur, c'est les millénials. Il y a évidemment un manque de logement, ça on le sait, dans toutes les grandes villes européennes et évidemment outre-Atlantique, mais nous, Colive, on est vraiment panel européen. Donc il y a un manque de logement et le logement n'est plus adapté pour les millénials. C'est-à-dire que la solution, quand on voyage, les jeunes qui voyagent de plus en plus, qui ont du travail 1 an à Berlin, puis 6 mois à Paris, puis qui vont venir à Bruxelles. La solution avant le co-living, c'était soit l'hôtel, soit le Airbnb. Alors vous allez me dire, l'hôtel, c'est sympathique. En fait, c'est sympathique un week-end, mais vivre à l'hôtel 1 an, pour ceux qui l'ont fait, c'est pas super agréable. Et finalement, on vit dans sa chambre. Et le Airbnb, on se retrouve dans un studio seul, de 30-40 mètres carrés, meublé Ikea. Donc l'expérience n'est pas incroyable, voire fabuleuse. Et le co-living, en fait, permet d'habiter dans un grand bâtiment. Je prends l'exemple, nous, on est aujourd'hui sur la France, la Belgique et le Portugal, mais je sélectionne la Bruxelles, parce que je viens de Bruxelles. On vient d'acheter un bâtiment qui fait 650 mètres carrés, qui était à l'abandon, et on l'a restructuré en créant 14 chambres, avec chaque fois salle de bain privative, lit, armoire, bureau, etc. Et un tas d'espaces communs, living, cuisine, salle de billard, salle de sport, salle de yoga, terrasse, il y a 2 terrasses, jardin, etc. Et donc l'idée, évidemment, c'est de promouvoir les espaces communs pour créer du lien social. Et voilà, on dort dans sa chambre, mais on ne vit pas dans sa chambre, il n'y a pas de tac de cuisson dans sa chambre, etc. L'idée, c'est vraiment de vivre dans les espaces communs et de pouvoir profiter de sa chambre pour avoir un moment pour dormir et pour avoir un moment de calme. Voilà. Le co-living, évidemment, existait déjà au UK et aux États-Unis et commence à prendre de l'ampleur chez nous. C'est vrai qu'en 2018, on n'en parlait pas beaucoup et on était plus sur une note de est-ce que c'est une nouvelle tendance? Est-ce que aujourd'hui on comprend bien que avec ce qui se passe au MIPIM, justement, on en parlait, le premier jour du MIPIM est consacré à une journée sur le co-living. C'est clairement, aujourd'hui, on parle de nouvelles classes d'actifs quand on parle du co-living, et c'est un milieu qui s'institutionnalise de plus en plus. Pour avoir du coup 2 instituts avec qui on travaille, Swiss Life qui connaît très bien le co-living, et puis Ivanhoe Cambridge avec Coabs, etc., tout ce qu'on peut connaître. L'idée du co-living aussi, c'est d'avoir une solution en 3 clics, c'est-à-dire que demain, vous partez habiter à Lisbonne, à Berlin ou à Bruxelles, c'est pas en 3 clics qu'on trouve son habitat, parce qu'il faut trouver la localisation. Est-ce qu'on va tomber sur un propriétaire qui va nous rembourser notre garantie? Aujourd'hui, il y a beaucoup de scams sur Internet. Est-ce qu'on va pas se faire finalement piquer son premier loyer? Il y a une notion de confiance. C'est pas évident. C'est facile de partir un week-end à Lisbonne. A priori, sur booking.com en 3 clics, c'est réglé. Mais aller habiter à Lisbonne, c'est pas si facile que ça. Et la proposition de Colive, c'est de dire, chez Colive, en 3 clics, on peut habiter à Lisbonne, à Paris ou à Bruxelles demain, puisqu'on est dans du place, on offre une communauté et tout un tas de services. Voilà, donc ça, c'est toutes les localisations où nous sommes avec notre portfolio. Donc aujourd'hui, on a 750 chambres actives chez Colive, ouvertes, et on doit sûrement avoir un pipeline de 100 ou 150 chambres en chantier. Et l'idée, c'est d'ouvrir chaque année une nouvelle ville. Aujourd'hui, on a effectivement du pipe sur l'Espagne, sur Milan et sur Londres, les 3 villes qu'on regarde pour le moment. On a un taux historique, un taux d'occupation de 98%. Donc, c'est-à-dire qu'on a un problème à l'envers. Dès qu'on finit un chantier, en fait, on n'a pas vraiment de mal à remplir nos maisons. On a entre 800 et 900 demandes par mois de gens qui veulent vivre chez Colive, et on sort plus ou moins 150 lits par an. L'idée, ce serait sur l'année 2026 de commencer à faire 300 chambres par an, mais donc on voit bien par rapport au ratio de la demande qu'on est loin de pouvoir répondre seul à la demande énorme qu'il y a.
Effectivement, donc on en parlait, Colive, c'est du logement, évidemment, mais aussi, en fait, moi je dis toujours, c'est 50% la pierre et 50% l'expérience, puisqu'en fait, il y a une réelle expérience humaine dans le co-living. Du fait des différentes tailles de chambres, il y a une diversité au niveau de la communauté, différents prix. Toutes nos maisons sont réhabilitées full ESG. On passe de DPE H, G à B et C à chaque fois. Il y a effectivement un service sur le gaz, électricité, eau, ménage, Netflix, tout ça est inclus et ça facilite le côté un peu plug and play de dire je vais habiter à Lisbonne, ok c'est en 3 clics sur Colive, mais la suite c'est quoi? Mais la suite c'est juste tu peux profiter de la communauté, de ton séjour sur place, mais le reste on s'en charge, c'est un peu l'effet on va dire Club Med, c'est une facture et il ne faut pas trop penser au reste. Parce qu'effectivement, ça peut être compliqué. C'est quoi le SFR local? C'est quoi voilà, est-ce que mon contrat, si je le réside dans un an, est-ce que je perds des sous, etc. Non, là, tout est très clair. Il y a une flexibilité au niveau du contrat et on peut faire des contrats, effectivement, qui sont plus courts, qui sont minimum 3 mois. Et voilà. Et donc, il y a effectivement aussi ce côté, on en parlait aussi de cette génération milléniale la démographie qui change, mais qui aujourd'hui on ne veut plus que les choses nous appartiennent. On est loin de la génération je veux ma maison avec mon labrador et mes 5 enfants. On est plutôt sur une génération de je veux avoir une flexibilité, je veux avoir Spotify, je veux plus avoir mon vinyle réel ou mon CD à moi. Non, je veux avoir Spotify, je veux louer mon vélo, je veux louer ma trottinette, je veux louer ma voiture parce qu'en fait demain je peux prendre l'avion, changer de ville et j'ai surtout pas envie d'avoir des choses sur le dos et voilà. Donc aujourd'hui chez Colive, on peut passer au slide suivant. Parce que je crois on parle du côté social. Donc, on a aussi un partenariat inclusif avec Singa qui s'occupe d'accueillir des jeunes travailleurs issus de pays compliqués, peut-être des pays en guerre, etc., mais qui ont un cursus scolaire et qui vont commencer à travailler ou qui commençaient à travailler sur place et qui du coup sont accueillis par Singa. Et l'idée, c'est pas évidemment de créer des maisons Singa, ça n'aurait aucun sens, mais par contre d'inclure un Singa dans des maisons Colive. Et c'est l'expérience qu'on a commencé à faire et qui permet de faire un chouette tremplin à ces personnes qui arrivent de chez Singa, qui n'ont pas forcément un gros networking et qui permettent d'avoir une espèce de propulsion, d'avoir un grand levier pour ces jeunes qui, du coup, où tout n'allait pas super bien et arrivent dans une ville et ont déjà, on va dire, leur nouveau copain. Au niveau, je ne sais pas si après on parle de l'IT sur la prochaine slide. Au niveau de l'IT, non, après c'est des photos, j'ai mis un carrousel de photos pour évidemment comprendre l'ADN de Colive. L'idée de Colive, c'est qu'on passe, c'est vraiment de créer une marque comme Mama Shelter ou quelque chose comme ça. C'est créer une ADN Colive, c'est-à-dire quand on rentre dans un Colive à Bruxelles, au Portugal ou à Paris, et ben en fait on se sent juste chez Colive et effectivement on a de plus en plus de locataires qui passent de Paris à Bruxelles ou Lisbonne et qui se disent en fait comme quelqu'un qui voyage de Sofitel en Sofitel, ben en fait moi je veux voyager de ville en ville chez Colive parce que je sais que le service est top, parce que je sais que l'aménagement me correspond et parce que je sais que la communauté me correspond. On a aussi, comme je disais, c'est pas que du logement, c'est aussi de l'expérience. Aujourd'hui, l'idée de Colive, c'est d'accompagner gratuitement, c'est pas des services qu'on fait en plus, c'est d'accompagner nos coliveurs, de dire en fait quand les gens arrivent sur place à Lisbonne, ils savent pas avec qui courir, et s'ils font du paddle, ils n'ont pas de partenaire, et en fait c'est d'offrir aussi la possibilité à la communauté de se rencontrer et de mettre en place des choses efficaces et rapides pour activer l'expérience, parce qu'il ne suffit pas de parler d'expérience, il faut aussi l'activer, et l'opérateur a le rôle de devoir activer cette expérience. Et du coup, aujourd'hui, on a des coliveurs qui font du paddle à Bruxelles, qui ne se connaissaient pas, qui vont courir ensemble, on a des groupes de running, etc. Voilà. Donc aujourd'hui, on manage ces 750 chambres. Alors, il n'y a pas de CRM à la base qui existe pour le co-living, puisque c'est une nouvelle classe d'actifs, comme je disais au début. Donc, on a créé un programme sur mesure dès le début. Ça a été aujourd'hui, c'est une force, c'est un programme sur lequel on travaille tous les jours et qui nous permet aujourd'hui, si on veut, de pouvoir gérer 5000 chambres, 10 000 chambres et surtout d'avoir l'outil IT en interne et de ne pas être dépendant de quelqu'un ou d'une plateforme et surtout de créer du sur-mesure. Le co-living est quelque chose de nouveau. Tous les jours, on explore des nouvelles facettes, des nouvelles envies de nos co-liveurs et du coup, on peut les implémenter directement dans notre programme.
Voilà. Et donc, ne vous étonnez pas, je ne l'ai pas dit au début, mais donc, on a refait tout un branding. Avant, c'était Better Together avec effectivement un logo rouge, enfin couleur Thalys Bordeaux, pardon, voilà. Et aujourd'hui, c'est Colive, beaucoup plus noir et blanc, sobre, avec Be Part of the Story. Pourquoi Be Part of the Story? Parce qu'en fait, on trouvait que ça racontait beaucoup plus l'histoire qu'on voulait raconter au niveau social, justement. De dire qu'en fait, effectivement, quand on arrive dans une ville, ben, voilà, l'histoire commence. On signe son contrat et l'histoire commence avec Olive. Voilà. Merci beaucoup, Nils. Désolée de t'avoir Merci à vous. coupé en introduction. Et on laisse maintenant la parole à Fanny Sauvade. N'hésitez pas à poser vos questions sur le chat pour qu'on puisse y répondre à la fin. Merci. Merci, Fanny. Je pense qu'on t'entend pas. Il n'y a pas de mon côté. Vous m'entendez? Ah, c'est bon maintenant. Ok, bon, désolée, je la refais. Donc, merci Christelle d'avoir introduit et merci aux autres intervenants voilà, qui ont déjà bien introduit le propos et commencé à aborder voilà, hein, tous les enjeux auxquels sont confrontés les étudiants et je vais essayer de vous partager un petit peu plus de mon expérience à ce sujet. Donc, moi, je suis Fanny Sauvage, je suis psychologue et cofondatrice d'Aptitude, qui est une coopérative de psychologues qui est née à Lyon il y a 15 ans et qui répond à un enjeu de santé publique majeur qui est prendre soin de la santé mentale des étudiants. Voilà. On en a beaucoup parlé de la question de la santé mentale des étudiants durant la Covid, mais c'est une problématique qui est vraiment ancienne. Mais effectivement, le contexte actuel, les parcours de vie et d'études se complexifient et vont peut-être effectivement majorer cette problématique. Les étudiants, ils vivent une période qui est extrêmement challengeante parce qu'en fait, tous les aspects, tous les domaines de leur vie sont vraiment remaniés. Ils changent d'environnement scolaire, ils partent de chez leurs parents, ils apprennent à vivre seuls dans des villes nouvelles, voilà, que ce soit à quelques kilomètres de chez eux ou à des centaines, voire des milliers de kilomètres. Voilà, ils doivent faire face à des épreuves de sélection, à un environnement de l'enseignement supérieur qui est de plus en plus concurrentiel. Ils doivent faire des choix importants pour leur avenir, définir quel adulte et quel professionnel ils vont devenir. Ils doivent assumer de nouvelles responsabilités, peut-être aussi avoir un job pour financer leurs études. Et donc, vous voyez que ça nécessite énormément de capacités d'adaptation dans un temps extrêmement court. Donc, il y a vraiment de quoi ressentir de la détresse, du mal-être. Et on sait aussi que la période étudiante, ça correspond à un âge de la vie où il y a de nombreux troubles psychiques qui se déclarent. Par ailleurs, ces nouveaux défis, en fait, auxquels font face les jeunes, ils s'accompagnent souvent d'une baisse de ressources à ce moment-là de la vie. C'est-à-dire que souvent, ils se retrouvent loin de leurs proches, de leurs parents, sans lien de confiance au quotidien, peut-être dans une précarité sociale, financière, voire relationnelle. Et j'aurais envie de vous poser la question, à votre avis, quelle proportion d'étudiants n'a personne à qui se confier? Je ne sais pas si vous avez possibilité d'en dire quelque chose dans le chat. Alors, je crois que je vois pas bien le chat. Je peux te le dire, Fanny, on a eu une réponse 70%, 30%. Ok. Oui, alors vous êtes pessimiste. C'est 10%. Un étudiant sur 10 qui n'a vraiment personne à qui se confier. Mais en fait, quand on y pense, quand on se retrouve vraiment à ce point de se dire je n'ai personne à qui me confier en cas de difficulté, c'est déjà énorme. Et quand on n'a pas de soutien, eh bien, on peut imaginer assez rapidement que ces états de mal-être et de détresse eh bien, vont s'amplifier, voire se chroniciser. Donc, il y a vraiment un enjeu majeur autour de cette question de la santé mentale des étudiants et sur le lien social. Est-ce qu'on peut passer la suivante? Donc voilà, merci. Donc l'objectif d'Aptitude, c'est vraiment de favoriser le bien-être des étudiants pour qu'ils puissent s'épanouir à la fois sur le volet personnel et à la fois sur le plan
universitaire, le plan de leurs études, sachant que les deux sphères sont intimement intriquées et s'influencent mutuellement. On peut passer à la suivante. Pour améliorer la santé mentale des étudiants, en fait, Aptitude crée des partenariats avec des acteurs en fait, de l'enseignement supérieur. Donc, c'est des écoles d'enseignement supérieur, publiques, privées, des universités, des résidences étudiantes. Voilà, qu'elles soient, là aussi, ça dépend du Crous ou des résidences privées. Et en fait, ces acteurs-là financent nos actions en santé mentale pour que ce soit complètement pris en charge et accessible pour les étudiants. Parce que ça aussi, l'accessibilité financière, prendre soin de sa santé mentale, c'est pas toujours possible de le faire quand on est déjà dans une précarité sociale ou financière. Et on sait qu'il y a 30% d'étudiants qui renoncent à des soins de santé pour ces raisons financières. Donc, c'est vraiment cet enjeu-là du modèle, qu'il y ait des acteurs qui financent les services pour les étudiants. Aujourd'hui, nous déployons ces services dans plus de 40 villes de France. Je pense qu'on a perdu Fanny. Fanny, est-ce que tu nous entends? En attendant que Fanny se reconnecte, on a une question dans le chat, je pense plus pour toi, Nils, Oui. qui était comment vous arrivez à sourcer les habitats? Sur quels critères vous sélectionnez les dossiers? Y a-t-il d'autres critères que l'aspect financier pour faire en sorte que les co-livers s'entendent bien? Et quelle est la durée moyenne d'un séjour et quel taux de satisfaction? Ça fait plusieurs questions en une. Ouais, top. Merci. Donc, comment on source nos habitats? Alors, la dernière chose que j'ai pas mentionnée qui était importante, et c'est évidemment clé au niveau de tout l'ensemble de la réunion ici. Ah, vous voulez que je laisse là, peut-être je reprends après et je laisse. Allez-y, finissez. Je suis désolée. Du coup, c'est le fait que au tout début où j'ai commencé Colive en 2018, un jeune sur deux se sentait seul dans les villes. Et aujourd'hui, j'ai vu dans plusieurs sources, dont une source du journal Le Monde en 2024, on parle de 62%. Donc c'est vraiment un chiffre qui, malgré les opérateurs qui se créent et les solutions qui se créent, c'est quand même des chiffres qui grimpent en hausse et donc qu'il faut clairement regarder. Il y a vraiment un sentiment de solitude dans les villes. Comment on source les habitats? Je pense qu'on le fait très bien, c'est notre métier de base, c'est pas juste être opérateur. Donc effectivement, on source les habitats, on les rénove et après on les gère. On est très peu à faire ça sur le marché. Il y a effectivement Coabs qui est un peu plus connu parce que 4 ans d'avance, mais c'est nos copains, ils sont belges. Sinon, le reste, que ce soit Sherry's, Colony, etc., sont plutôt des contract management. Donc ils travaillent avec des promoteurs, ils font un contrat de gestion et finalement, Tatsit, ils posent un peu leur valise. La volonté de Colive, c'est vraiment de sourcer, de faire des travaux et de la gestion. Alors, comment sélectionner d'autres critères que l'aspect financier pour faire en sorte que les co-livers s'entendent bien? Oui, il y a effectivement cette connotation de mixité sociale, donc d'avoir différentes tailles de chambres, différents volumes et les mètres carrés des communs. Effectivement, c'est important de créer des communs qui fonctionnent. J'ai déjà vu dans des co-living une salle cinéma au -1 qui en fait personne en discutant avec les résidents, ils se disent en fait j'ai pas envie d'aller voir la télé là. Enfin voilà, donc il faut pouvoir aussi activer et comprendre ce que les millénials veulent et il faut activer l'expérience. C'est pour ça on a des house managers qui passent dans les maisons et qui font un peu office de géo Club Med pour activer un peu l'expérience des co-livers. Et le minimum stay est de 3 mois. Et effectivement, le taux de satisfaction, pour répondre à la dernière question et laisser Fanny continuer, le taux de satisfaction est hyper important. Aujourd'hui, que ce soit sur n'importe quelle app de babysitting, de Uber, etc., la première chose que les gens regardent, c'est le nombre d'étoiles au restaurant. Si c'est 4,6 et qu'il y a un restaurant à 4,9, a priori, on va tous aller manger au restaurant 4,9. C'est quelque chose qui est primordial. Et donc, aujourd'hui, c'est évidemment ce qu'on regarde chez Colive. Et on voit qu'il y a pas mal d'opérateurs qui se perdent un petit peu là-dedans. Et donc, aujourd'hui, c'est pour ça que je dis que Colive, c'est 50% la pierre et 50% l'expérience. C'est qu'il faut mettre énormément d'énergie là-dedans, même si évidemment, c'est moins palpable au niveau financier, mais les retours ne seront que meilleurs plus tard. Voilà. Je t'en prie, Fanny.
Merci beaucoup. Merci. Non, Merci. merci Nils d'avoir pris une question. Je suis désolée, c'est bien sûr le moment où il y a eu une coupure de réseau de mon côté. J'espère qu'il n'y aura pas de soucis pour la suite de la présentation. Et si c'est possible de passer la diapo suivante. Voilà. Donc l'idée, c'était que je vous présente un petit peu concrètement comment on répond à cet enjeu de santé mentale. Donc en fait, on a un ensemble d'actions qu'on mène pour agir vraiment sur toute la chaîne de la santé mentale, qui va vraiment de la prévention, donc essayer d'agir quand même avant même que la souffrance soit là, jusqu'à la promotion de la santé mentale, où on se dit que la santé, c'est pas que l'absence de maladie, c'est aussi un capital qui s'entretient et qui peut se développer, en passant aussi par la prise en charge, parce que malheureusement, on ne peut pas tout prévenir ou potentialiser, et que quand il y a du mal-être, il faut quand même pouvoir l'adresser et le prendre en charge. Là, vous voyez tout le panel des actions qu'on développe. Vous voyez qu'il y a des noms assez particuliers sur nos dispositifs. Il y a vraiment un enjeu fort en santé mentale, en fait, d'aller aussi déstigmatiser ce que c'est que faire appel à un psy. Aujourd'hui, ça se démocratise quand même pas mal, le fait d'aller voir un psy. C'est un peu moins tabou, mais malgré tout, quand il s'agit de faire la démarche pour soi, il y a encore beaucoup de freins. Et donc, l'idée d'Aptitude, c'est aussi de favoriser l'accessibilité aux psychologues à travers aussi une communication qui va pouvoir parler aux étudiants. Je vais simplement vous développer un petit peu les actions qui seraient proposées au sein des résidences du fonds. Donc tout d'abord, la Psyline. Qu'est-ce que c'est la Psyline? C'est tout simplement des consultations en visio avec un psychologue, comme si les étudiants allaient voir un psychologue voilà, dans un cabinet libéral. Pour vous dire, nous, l'expérience de la visio, ça fait plus de 10 ans en fait qu'on la mène. C'est bien avant le Covid, parce qu'on a déjà vu que les étudiants avaient une forte mobilité et des besoins et des contraintes aussi en termes d'emploi du temps qui n'étaient pas toujours compatibles avec des consultations en présentiel. Et on a pris aussi en compte le besoin de nos partenaires qui ont parfois des structures multiples, de tailles extrêmement différentes, des localisations très différentes, et qui ne permettent pas toujours de proposer des choses en physique. Donc, ces consultations sont complètement confidentielles. Elles ont lieu à des jours et horaires qui sont vraiment flexibles en fonction des besoins des étudiants. Et ça, c'est vraiment important, cette flexibilité, parce qu'on sait que plus on va mal, plus on a des difficultés en fait à faire des démarches, à faire un effort pour aller prendre soin de soi. Les étudiants peuvent venir pour tout type de problématiques, que ce soit lié à leur sphère personnelle ou à des difficultés dans leurs études. Et il y a la possibilité vraiment d'un suivi. Alors, ce n'est pas l'idée de faire une thérapie sur des années, mais c'est juste les aider à retrouver un équilibre suffisant pour qu'ils puissent de nouveau s'investir sereinement dans leurs études. Et ensuite, on peut réorienter vers l'extérieur. On a un très bon réseau, en fait, sur tous les territoires sur lesquels nous sommes implantés, pour pouvoir orienter vers l'extérieur s'il y a besoin d'un accompagnement plus conséquent, ou avec d'autres types de professionnels du médico-social. Là, c'est vraiment l'idée d'un service mutualisé, en fait, pour toutes les résidences, pour pallier aussi à des problématiques de locaux, de confidentialité, et de pouvoir apporter un même niveau de service, en fait, quels que soient les territoires et les sites. Ensuite, je vais vous parler des speed meetings. Qu'est-ce que c'est que le speed meeting? C'est tout simplement un stand de prévention qui vise à lever les freins à aller rencontrer un psychologue. Donc, c'est vraiment un stand qui est mis en place dans des endroits fréquentés de la résidence. Donc, ça peut être le hall d'accueil, les espaces justement communs où les étudiants ont l'habitude de passer, de se rencontrer. Et un psychologue est là et va vraiment à la rencontre des étudiants avant qu'ils aient formulé une demande. Donc, en fait, on va vers eux avec une thématique assez facile, souvent le stress, et on leur dit est-ce que tu veux tester ton stress? Donc, à travers un petit outil ludique, ils remplissent un petit test de stress, et ensuite, ils sont invités à venir débriefer avec le psychologue. Alors, ce n'est pas un entretien psy, faut imaginer qu'on est vraiment dans un endroit passant, un hall d'accueil, un couloir, mais c'est déjà avoir des premiers conseils très concrets sur qu'est-ce que je peux activer comme levier pour aller mieux, et leur donner aussi des informations sur où est-ce que je peux consulter si j'en ai besoin. Et ça, c'est aussi l'occasion du coup de communiquer sur les autres services qui peuvent être proposés au sein de la résidence, et notamment le volet consultation. Souvent, les étudiants, ils ont l'image du psy qui est dans son bureau, qui ne parle pas. Et donc là, l'idée qu'on soit très proactif, qu'on donne des conseils, qu'on soit vraiment dans un échange à bâton rompu avec eux, ça vient vraiment casser les codes. Et ils font une première expérience qui les engage ensuite à pouvoir solliciter de l'aide s'ils en ont besoin. Le troisième dispositif que je voulais vous présenter, c'est ce qu'on appelle les pauses.
Donc, ce sont tout simplement des petits ateliers, des temps à part en fait dans la vie étudiante. On va essayer d'apprendre de nouvelles compétences pour être en bonne santé mentale. C'est des ateliers de 2 heures en petits groupes et qui vont venir travailler une thématique précise. Par exemple, le stress, la relaxation, le sommeil, le départ à l'international. Et l'idée, ça va être vraiment quelque chose de très expérientiel. On n'est pas là pour leur donner du savoir, des connaissances. C'est pas un cours sur le sujet. C'est vraiment aller tester à travers des petits exercices ludiques, des petits jeux, de nouvelles manières d'être et de se comporter. Et puis, ça permet aussi beaucoup de normalisation parce que là, ils sont en petits groupes. Et pour le coup, ils se rendent compte qu'ils ne sont pas les seuls, en fait, hein, à traverser ces difficultés. Là où, quand ils sont en individuel, ils ont l'impression voilà, d'être un peu parfois anormaux et que les autres y arrivent beaucoup mieux. Donc là, ça permet voilà, déjà beaucoup de normaliser et déjà d'initier aussi une forme de dynamique de soutien social. Donc voilà, c'est vraiment la force du collectif là, qui est mise en avant dans ce dispositif. Et on peut passer à la diapo suivante. Pour, pour vous parler un petit peu de ce qu'on constate, hein, en fait, des bénéfices de ces actions, en pratique, le fait vraiment de proposer des dispositifs, dans les lieux de vie et dans les lieux d'études directement, ça facilite du coup le fait d'aller voir, un psychologue et donc de prendre au plus tôt, en fait, les difficultés. Parce qu'on sait que plus on tarde, plus on a de difficultés, en fait, à enrayer, le mal-être. Ça permet aussi de plus se sentir isolé. Ça envoie des messages forts, en fait, que vous n'êtes pas seul. L'institution, la résidence a pensé à des services pour vous accompagner. C'est pas juste un logement. Il y a vraiment une institution qui se préoccupe de vous et en fait qui dit que c'est OK de pas toujours aller bien. Voilà. Le fait aussi d'être une structure vraiment dédiée au public étudiant, on remarque que les étudiants nous contactent en nous disant pas je vais mal, je viens parce que je vais mal, mais je viens parce que je suis étudiant. Et ça aussi, c'est extrêmement important dans le côté dédramatisant, déstigmatisant. On remarque aussi que le fait d'être vraiment sur les lieux de vie, les lieux d'études, d'avoir différentes formes de dispositifs, ça amène une forme aussi de lien social qui commence à s'opérer. Ça réduit l'isolement. Les étudiants ne restent plus seuls en fait face à leurs problématiques. On encourage aussi leurs compétences à aller vers les autres, à aller créer du lien. Voilà. Ça nous permet aussi de diffuser d'autres informations de ce qui est proposé aussi par les acteurs de l'environnement. Et puis, on voit aussi un effet très bénéfique sur les professionnels qui travaillent au contact des étudiants, notamment dans les résidences, qui sont souvent les premiers interlocuteurs, les premiers radars de la souffrance étudiante et qui sont pourtant pas des professionnels de santé mentale et donc pas formés à traiter ces problématiques. Et en fait, on voit beaucoup de soulagement aussi pour eux à pouvoir dire, OK, je vois qu'il y a une problématique, un souci, j'ai une solution pour toi que je connais, dont l'accès va être facile et direct et dont je vais pouvoir avoir un retour parce que bien sûr, tous les dispositifs que nous mettons en place sont évalués et font l'objet d'un retour voilà, pour que les résidences et les partenaires aient une vision à la fois des problématiques qui concernent leur public, mais aussi de comment les dispositifs ont été utilisés et s'ils ont été utiles. Voilà. Merci beaucoup, Fanny. Merci à tous pour vos interventions qui donnent une part belle à l'humain, qui est complètement aligné avec nos valeurs. En conclusion, vous l'avez compris, nos convictions sur le logement et sur le besoin de poursuivre le développement de logement est toujours aussi forte, pardon. On l'a à plusieurs reprises évoqué, notamment pour ceux qui suivent nos webinaires immobiliers semestriels avec Béatrice Guedge, notre directrice de la recherche, et Fabrice Lombardo. On a souvent démontré le besoin de poursuivre ces développements de logements. Ces besoins évoluent, Nils l'a rappelé, vers plus de souplesse, des budgets maîtrisés et aussi le besoin de partage, de lien social. Fanny a été un bon exemple de ce que l'on peut faire, ce que l'on peut ajouter de plus pour donner cette dimension plus humaine. Comme je le disais, c'est tout à fait aligné avec nos valeurs et ça, nous souhaitons pouvoir le mesurer dans le cadre du fonds que l'on va lancer.
Et le momentum est particulièrement favorable aujourd'hui pour investir. Comme le disait Christelle, nous rentrons quasiment tous du MIPIM. Et vraiment, on a senti une volonté forte de la part des acteurs d'investir sur le logement, mais plus particulièrement sur le logement opéré, ce qui nous pousse à dire que c'est aujourd'hui qu'il faut y aller, qu'il ne faut pas prendre le train en marche, mais plutôt être dans les acteurs premiers sur ce secteur, d'où le lancement de notre fonds, dont on a mis j'ai un œil, quelques caractéristiques en slide de fin. Donc on l'appelle Club Alternative Rési. On a l'ambition de le lancer d'ici la fin du mois d'avril avec un profil Core Plus. On cible évidemment des investisseurs institutionnels avec un montant cible de 300 millions d'euros au total en equity, ce qui fait à peu près 20-30 actifs. En rendement, ciblons un TRI de 6%, hors levier. À ce jour, on n'a pas prévu de levier. On peut y venir, c'est à l'étude, mais on n'avait pas prévu dans nos premiers business plans, et une distribution cible de 5%, sans levier toujours, sur 10 ans. En termes d'allocation, les investissements porteront à la fois sur de l'habitat partagé senior, qui est très complémentaire avec les résidences étudiantes pour laquelle on laissera aussi une part importante d'investissement dans le fonds, et évidemment le co-living. Oui, évidemment, le profil des immeubles sera pour grande partie sur de l'AVFA ou également sur de la réhabilitation. Et en termes de géographie, on est en France en priorité. On peut se laisser l'opportunité d'aller sur l'Europe du Sud, sur des pays pour lesquels on a des fortes convictions, tels que l'Espagne, l'Italie, le Portugal. L'on cible à ce jour. Et en France, selon les typologies d'actifs, notamment l'habitat partagé, on ira plus dans les territoires. Et pour les résidences étudiantes ou le co-living, on sera sur des villes de plus grande taille. Et le véhicule que l'on utilisera sera un OPPCI. Voilà pour les grandes lignes de cet investissement. Je vois qu'il nous reste 7 minutes et qu'on a quelques questions dans le chat. Effectivement, on a plusieurs questions dans le chat. Fanny, la première est plutôt pour toi. Comment a évolué le niveau de sollicitation des étudiants avant, pendant et après le Covid? Alors je dirais qu'il y a une explosion effectivement, durant la Covid, avec quelque chose effectivement d'assez contagieux, hein. En fait, l'épidémie, ça a été aussi, heu, pas qu'au niveau physique, mais aussi au niveau de la détresse. On a beaucoup parlé de la détresse étudiante, donc c'est vrai que ça a permis une forme de prise de conscience, en fait, qu'il y avait de vraies problématiques et une levée du tabou. C'est-à-dire que ça a autorisé à en parler. Effectivement, on a beaucoup de partenaires qui nous disent qu'ils ont l'impression qu'il y a plus de problématiques actuellement. Moi, je pense pas qu'il y en ait plus réellement, mais ça a libéré la parole, en fait, sur ce sujet-là. Et du coup, les étudiants parlent de manière plus libérée, en fait, de leur mal-être, de leur détresse. Il y a beaucoup d'études qui ont été faites pour mesurer l'impact de la Covid sur la santé mentale avant, pendant, après, notamment au niveau du suicide. On a vu qu'il y avait eu quand même des effets protecteurs, en fait, malgré tout, si on prend que le chiffre des tentatives de suicide de la Covid, parce que les gens étaient aussi parfois chez eux, moins exposés à certains facteurs qui pouvaient être anxiogènes, avec un accès à des moyens aussi qui étaient limités. Donc, il y a eu un effet protecteur et aujourd'hui, on voit qu'il y a un retour à la normale, par exemple sur ces chiffres du suicide qui sont revenus en fait à l'état antérieur à la Covid. C'est clair. Et une deuxième question pour toi, Fanny. Une fois que le besoin s'est fait ressentir, quelle est la durée moyenne de la prise en charge et à quelle fréquence a lieu les échanges? Oui,
Il y a pas de de réponse très claire à ça, si ce n'est que le parti pris d'Aptitude, c'est de se dire: on ne limite pas le nombre d'entretiens par étudiant de manière arbitraire. C'est-à-dire, c'est pas 3 consultations maximum par étudiant. Nous, ce qui nous intéresse, c'est d'avoir un impact réel pour les étudiants. Parfois, ça arrive en une séance et c'est totalement OK. On va pas chercher à revoir les étudiants. Si on a déjà réussi à, faire quelque chose de positif pour eux, mais parfois ça va nécessiter peut-être 7, 8, 9 séances, même orientées vers d'autres partenaires. Parfois ça prend du temps, notamment je pense aussi aux étudiants internationaux qui ne parlent pas français. Bah, trouver des professionnels de santé en France qui peuvent les accueillir dans des langues où ils vont pouvoir communiquer, ça peut être un vrai défi. Néanmoins, sans qu'on ne bloque artificiellement le nombre d'entretiens par étudiant, on observe de manière empirique depuis 15 ans et chez tous nos partenaires qu'on a une moyenne extrêmement stable de 4 à 5 entretiens par étudiant. Mais voilà, avec un écart type vraiment énorme entre ceux qui vont venir une fois et ceux qui vont avoir besoin d'un accompagnement plus conséquent. Et la fréquence, pour vous répondre, on est plutôt, en général sur une fréquence de 1 fois tous les 15 jours, voire un petit peu moins. On estime que voilà, s'il y a besoin de se voir, 1 fois par semaine ou vraiment plus, c'est que le dispositif n'est pas adapté, qu'il y a besoin de soins plus conséquents et que ce sera donc pas, avec aptitude. Du coup, ils sont réorientés vers un professionnel de santé. C'est ça, exactement. Eh bien, écoutez, merci à tous pour votre participation. Merci à tous les intervenants et à l'équipe qui a travaillé sur ce webinaire. On reste à votre disposition pour aller plus en détail sur ces sujets. On le fera avec grand plaisir. Très bonne journée.